Bonjour, je suis Elmadi Mhamdi, enseignant-chercheur à l'École Polytechnique, anciennement scientifique senior chez Google et co-auteur du livre Le fabuleux chantier, rendre l'intelligence artificielle robustement bénéfique, paru chez EDP Sciences. Je m'intéresse donc à l'apprentissage machine, donc, qui constitue la brique de base de l'intelligence artificielle, et on est sur T'as capté, l'émission scientifique de Click. T'as capté. Souvent, pour définir l'intelligence artificielle, on s'amuse à définir l'intelligence, sauf que c'est un exercice très difficile. On va essayer de prendre une petite définition qui plaît à plus ou moins tout le monde. C'est la capacité à traiter de l'information pour résoudre des objectifs complexes. Donc, c'est une définition assez large et artificielle. On entend souvent, quand on fait cette activité, avec des substrats électroniques, avec des ordinateurs ou des choses comme ça. Mais on peut voir beaucoup de choses comme des intelligences artificielles. On peut élargir la définition aux organisations humaines qui sont des systèmes qui traitent de l'information, qui captent l'information, émettent l'information, prennent des décisions basées sur cette information et souvent ont des objectifs. Donc il y a la notion de traiter l'information et souvent il y a aussi la notion d'atteindre un objectif. C'est ce qui fait l'intelligence. Et la partie artificielle, comme j'ai dit, elle est liée au fait qu'on fait ça avec des machines. Je voudrais te parler de la plus grande invention scientifique de l'histoire de l'humanité. Tu développes une IA? Bonjour. On pose souvent la question, qu'est-ce qui distingue l'intelligence artificielle de l'intelligence humaine? La réponse n'est pas unique. Il y a clairement le substrat. L'intelligence humaine est faite de substrats biologiques, de cellules, de neurones, synapses, etc. L'intelligence artificielle, elle est déployée souvent, pour l'instant, sur des ordinateurs. Face à face, deux monstres. L'un, Kasparov, ne supporte pas la défaite. L'autre n'est pas vraiment conçu pour perdre. Cet ordinateur dispose en effet d'une base de données qui répertorie toutes les parties jouées au XXe siècle et Kasparov a juré de lui faire mordre la poussière. Les 200 témoins du duel le savent, pas question pour Kasparov de jouer au plus fin. Car contrairement à l'homme, l'ordinateur ne tolère pas la moindre gaffe, fût-elle volontaire. Mais une partie fondamentale de la différence entre l'un et l'autre, c'est l'objectif. L'intelligence artificielle, elle a un objectif qui est conçu par un humain. Il y a un humain qui décide que cette intelligence artificielle, par exemple, va essayer de vous retenir sur votre réseau social préféré. Ou alors va faire en sorte que ce réseau social devienne votre réseau social préféré. C'est un objectif. Parce que les réseaux sociaux, leur manière de gagner de l'argent, c'est de capter votre attention. Donc ça sera l'objectif de l'intelligence artificielle des réseaux sociaux, c'est de vous retenir sur le réseau social. L'intelligence humaine, il serait très difficile de dire voilà l'objectif unique de l'intelligence humaine, elle a un objectif multiforme. Cet objectif n'a pas été conçu par un créateur unique comme c'est le cas de l'IA. Il est le fruit de millions d'années d'évolution biologique. Il est aussi le fruit de centaines de milliers d'années d'évolution sociale. La société a évolué, a développé des schémas de vie de plus en plus complexes, des organisations, des structures, des écoles, des entreprises, des partis politiques, etc., qui façonnent l'objectif qu'essaie d'atteindre l'humain. Mais au fond, il y a toujours cette histoire de traiter l'information pour atteindre un objectif. Donc ce qui les rassemble, c'est plus le traitement de l'information et l'atteinte d'objectifs. Ce qui les distingue vraiment, c'est que l'objectif pour l'intelligence humaine est beaucoup plus complexe et heureusement contient beaucoup d'injonctions un peu contradictoires qui se compensent. En date, son apparition en 1956, il y a eu cette fameuse école d'été à Dartmouth, la fameuse machine de Pascal, qui a été vue à l'époque notamment par certaines forces conservatrices de la société comme une sorte de menace. On peut voir les calculateurs, là encore, plusieurs siècles en avant, comme des intelligences artificielles qui traitent l'information de manière automatisée et mécanique. Mais il y a aussi, au Moyen-Âge, je fais référence par exemple aux petits robots qui jouent la musique, les automates qui jouent la musique, on en trouve en Perse dès le Xe siècle, je crois, avec Al-Jazari, ou alors les frères Banu Moussa. Et c'était aussi des intelligences artificielles qui traitaient de l'information, dans ce cas la musique, et qui faisaient des actions, jouer de la musique, entretenir une sorte de spectacle de manière automatisée, artificielle. Il y a un extrait que j'aime beaucoup dans la série Westworld, même si bon, il y a toute une partie fantaisiste dans cette série, mais l'extrait sur le paon et sur les plumes de paon. J'ai lu une théorie qui démontrait que l'intellect humain était comme des plumes de paon. Seulement une somptueuse parade destinée à attirer un partenaire.
L'art en général, la littérature, Beethoven, Mozart, William Shakespeare, Michel-Ange, l'Empire State Building. Des rituels d'accouplement élaborés. Peut-être qu'il importe peu que nous ayons accompli tant de choses dans un but aussi trivial. Mais souvenez-vous que le pan sait à peine voler. Il vit par terre, picorant des insectes dans la boue, se consolant comme il peut avec sa grande beauté. Cet extrait, il caricature un peu, ou il donne une métaphore sur ce que j'ai dit tout à l'heure, sur le fait que l'objectif de l'intelligence humaine, il est des fois façonné par des choses liées à notre évolution sociale, mais aussi à notre évolution biologique. Et il faut savoir qu'il n'y a rien de fantastique ou particulièrement spectaculaire dans l'intelligence humaine. Des fois, elle a des défauts qui sont liés à notre histoire évolutive. On n'est pas parfait. Hein. On a des choses qui ne sont pas forcément optimaux parce qu'on n'a pas été conçu. Ça ne veut pas dire que ce qui est conçu par un humain est plus optimal et plus parfait. Il peut être encore plus défectueux. Mais cet extrait reflète un peu cette image de l'imperfection de l'intelligence humaine. Et ce qu'il faut aussi retenir, c'est que ce qui fait la force de l'intelligence humaine, ce n'est pas forcément l'intelligence elle-même. C'est tous les garde-fous que l'évolution sociale a mis en place pour rendre cette intelligence fiable. Donc on a inventé beaucoup de mécanismes comme la démocratie, la décentralisation du pouvoir, la séparation des expertises. C'est des choses qui font qu'on n'est pas à la merci d'un génie qui contrôle tout ou de l'intelligence d'un super dictateur. Au contraire, il y a une sorte de débat des idées, il y a des experts qui se spécialisent dans leur discipline, il y a en même temps une démocratie, même si on écoute les experts. Et donc c'est des mécanismes qui paraissent contradictoires, mais qui permettent de canaliser l'intelligence humaine et de la rendre fiable. Et tout le challenge aujourd'hui pour l'intelligence artificielle, c'est d'inventer l'équivalent de ces mécanismes qui ont fait que l'intelligence humaine est plus ou moins fiable. T'as capté. Aujourd'hui, on ne s'en rend pas compte, l'IA est autour de nous, et une fameuse citation qui dit que dès que ça marche, on arrête de dire que c'est de l'IA. Si vous demandez à vos grands-parents qu'est-ce qu'ils penseraient d'une visioconférence, ils vous diraient que c'est la science-fiction et que c'est extraordinaire. Aujourd'hui, on a banalisé ceci. Aujourd'hui, on a dans nos smartphones des algorithmes qui nous guident dans une carte, qui nous recommandent du contenu, qui traitent nos emails pour dire ceci est un spam, ceci n'est pas un spam. Tout ceci, c'est des outils de traitement automatisé de l'information et donc de l'intelligence artificielle. Il est vrai que c'est que quand on a une application spectaculaire, donc par exemple Midjourney, ChatGPT, qui génère des images réalistes ou des textes impressionnants, qu'on se rend compte qu'elle est là parmi nous, elle est en train de se développer, mais en fait, on vit déjà dans un monde façonné par l'IA et nos croyances, nos démocraties sont assez impactées. Dans la définition d'intelligence artificielle que j'ai donnée au début, j'ai dit tout ce qui traite l'information de manière automatisée. En fait, donc cette définition, dans le livre que j'ai cité au début, nous, on est très inclusif. Même le thermostat de votre chauffage, c'est une intelligence artificielle. Il a un objectif, maintenir la température de la chambre. Il traite de l'information, il regarde la température de la chambre et il prend des décisions en fonction de l'information qu'il va traiter. Donc, allumer le chauffage ou éteindre le chauffage. Il traite de l'information, il atteint un objectif, c'est une IA. Donc, la définition d'IA, elle peut être assez large. Elle est assez subjective, mais on peut la mettre assez large. Et elle inclut quasiment toute l'informatique. Sauf que cette informatique-là, et donc cette intelligence artificielle, elle a deux paradigmes. Le premier paradigme, c'est la programmation. On connaît les règles et on les écrit sous forme d'algorithmes, de programmes. C'est ce qui a porté l'informatique des années de l'informatique moderne, donc des années 30, 50 jusqu'aux années 2010. C'était principalement la programmation. Donc quelqu'un connaît les règles, il connaît la recette. Alors, je sais faire une tarte au citron, j'écris la recette de la tarte au citron et j'écris un programme qui réalise une tarte au citron. Donc c'est la programmation. Il y a un autre paradigme pour faire construire des intelligences artificielles, c'est le paradigme de l'apprentissage. Je ne connais pas les règles, j'observe et j'essaye d'inférer, de déduire les règles. Donc j'observe quelqu'un faire des tartes au citron, j'essaye de déduire les règles que cette personne applique et après je les écris. Et donc le paradigme d'apprentissage, qui est derrière ce qu'on appelle le machine learning, c'est ce qui a fait cette révolution cambrienne qu'on est en train d'observer depuis 2010-2012, où les algorithmes basés sur l'apprentissage ont commencé à dépasser en performance les algorithmes basés sur la programmation. Alors, si on revient à l'exemple du moment, donc ChatGPT,
qui peut tenir des conversations qui nous semblent assez réalistes, des fois voire humaines, tout en disant plein de bêtises par ailleurs, ou alors en tenant des propos des fois même dangereux. Ce modèle-là est basé sur le paradigme d'apprentissage. Donc c'est un modèle qui a été entraîné, il n'a pas été programmé. Il n'y a pas quelqu'un qui a écrit toutes les règles de ChatGPT, parce que juste elles sont très très grandes pour être écrites. On parle d'une centaine de milliards, peut-être un millier de milliards de paramètres, juste les paramètres, donc il faut écrire tout le reste qui va avec les paramètres. Donc ce n'est pas un programme qu'on peut écrire, par contre c'est un programme qu'on peut ajuster en faisant de l'apprentissage, en observant. Donc ChatGPT a été entraîné sur Wikipédia, sur le web, sur beaucoup de contenu en ligne, parfois du contenu très problématique, parfois du contenu un peu acceptable, sur les bouquins, etc. Et c'est en lisant tout ce contenu, donc il a quelques petites règles qui sont par contre programmées, qui déterminent comment apprendre à reconnaître un terme probable ou une phrase probable après une phrase qui la précède. C'est ce qui fait que quand vous lui faites une injonction ou un prompt, il répond avec ce qui semble être le plus probable, étant donné ce qu'il a consulté sur Internet pendant son apprentissage. Donc derrière, il n'y a pas forcément de la compréhension, il n'y a probablement pas encore de compréhension. D'ailleurs, on ne sait même pas encore comment définir ce qu'est la compréhension. Il y a un modèle probabiliste qui essaie de générer la phrase la plus probable, étant donné ce qui a été vu précédemment. T'as capté? Maintenant, on va essayer de soulever le capot et puis voir ce qu'il y a derrière des algorithmes puissants comme ChatGPT. Donc, vous avez probablement entendu parler de réseaux de neurones. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de programmation et d'apprentissage. Alors, l'apprentissage, il ne se fait pas sur une feuille blanche. On donne quand même une sorte de squelette que la machine va essayer d'alimenter en paramètres. Donc, et ce squelette, l'un des squelettes qui fonctionne le mieux aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les réseaux neuronaux. C'est des réseaux de neurones artificiels qui essaient de mimer ce qu'on a observé dans la nature, en biologie. Donc c'est des petites unités de calcul liées entre eux avec des synapses très artificielles là aussi, qui auront des coefficients. C'est les fameux paramètres que j'ai évoqués tout à l'heure. Et donc ces réseaux neuronaux, donc il faut imaginer beaucoup d'unités de calcul. Donc en entrée, il y a peut-être une image. Et en sortie, il y a une phrase qui va dire le nom de la personne dans l'image. Et donc, entre l'image et la sortie, il y a toute une série de neurones artificiels qui vont traiter des segments de l'image, etc., etc. Et tout le défi, ça va être de savoir quel est le bon paramètre à mettre sur chaque connexion. Là encore, quand c'est 100 milliards de paramètres, on ne va pas du tout programmer ça à la main. On va donner à ces réseaux de neurones beaucoup d'images, de personnes et de noms qui vont avec. C'est ce que vous faites dans les réseaux sociaux. En fait, vous travaillez gratuitement pour les réseaux sociaux quand vous taguez les gens. Donc, vous leur donnez l'entrée et la sortie, donc l'image et le nom de la personne. Et en fonction des erreurs commises par le réseau de neurones, il y a un algorithme qui corrige les paramètres pour faire moins d'erreurs. Donc, c'est un algorithme qui regarde l'erreur commise à la sortie et la bonne réponse, calculer la différence entre la bonne réponse et l'erreur commise à la sortie et utiliser cette différence pour réajuster les paramètres. Jusqu'à ce qu'on parle de convergence, jusqu'à ce que le modèle n'a plus trop besoin de réajuster les paramètres, donc quand on aura suffisamment de données, ce qui fait qu'un réseau de neurones apprend à reconnaître les gens dans une image. Donc ces réseaux de neurones ont des propriétés assez universelles, on le sait depuis les années 80, il y a des théorèmes, ce qu'on appelle les théorèmes d'universalité, on sait que c'est des objets mathématiques capables de calculer tout un tas de fonctions, donc entre autres la fonction qui fait le lien entre la photo et le nom. Et donc, aujourd'hui, c'est juste la puissance de calcul et l'abondance des données qui a fait que tout ce qu'on savait dans les années 80 est en train enfin de porter ses fruits. Et avec ces réseaux de neurones, on fait de la reconnaissance d'images, de la génération de textes, de la recommandation de contenu sur les réseaux sociaux et tout un tas d'autres applications. Maintenant, la denrée rare, en fait, si vous voulez, donc la denrée rare dans le paradigme de l'apprentissage, c'est la donnée, c'est les data. C'est donc les données, elles sont fournies souvent par des utilisateurs, mais aussi malheureusement, par des travailleurs sous-payés. On a récemment découvert, par exemple, que OpenAI, l'entreprise derrière ChatGPT, utilise des gens au Kenya employés dans des conditions très précaires. Mais bien avant OpenAI, toutes les autres entreprises, Google, Facebook et toutes les autres, employaient déjà des gens, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou ailleurs, avec des conditions très précaires, comme le montre un documentaire français il y a quelques années, où les gens de Google n'ont pas de problème à dire oui, les personnes sont payées 20 centimes de l'heure.
Leur travail, c'est de voir toutes ces images prises par la voiture et de dire où sont les gens dessus. Et ils sont payés pour ça? Oui, ils sont payés pour entourer les gens sur les images. Combien? Vous savez, pour ce boulot-là, je ne suis pas trop sûr, mais ça peut tourner, je ne sais pas, moi, autour de 10 centimes par image. Alors, bien sûr, en plus de ces travailleurs du clic, il y a bien sûr l'utilisateur qui, depuis des décennies, est en train de travailler presque gratuitement vous voyez, en l'échange d'un service, mais quand on voit la balance, il est assez perdant. Pour ces entreprises, il y a la fameuse phrase « Quand le service est gratuit, vous êtes le produit ». Donc, on a tous plus ou moins abandonné notre vie privée à ces entreprises en participant à leurs réseaux sociaux notamment, en partageant, en conversant dans ces plateformes, des fois en échangeant en privé sur des messageries qui ne sont pas si privées que ça. Les réactions, quand on fait des réactions, on est en train d'étiqueter des données. Et donc, on a en fait plus ou moins tous travaillé à notre insu, ou en le sachant, pour ces entreprises. Alors, on parle beaucoup des menaces causées par l'intelligence artificielle. C'est très important. On parle de certaines menaces qui paraissent fantaisistes, très lointaines, de menaces existentielles sur l'humanité, etc. On parle de menaces sur l'emploi, et c'est très bien, et c'est important. Mais en fait, on a tendance à sous-estimer des menaces déjà présentes, ou voire même passées. En fait, on a déjà vécu Cambridge Analytica, c'était une campagne de fichage massif au Royaume-Uni pour influencer l'électorat. Cambridge Analytica n'est pas seulement une entreprise de collecte des données. Elle ne se contente pas de mettre en place des algorithmes. Non, il s'agit bien d'une véritable machine de propagande. C'est un point qu'on rappelle dans notre livre avec Lee Nguyen Hang, Le fabuleux chantier, c'est que jamais dans l'histoire de l'humanité, on a pu avoir la combinaison unique de, à la fois, messagerie massive, donc on peut faire une propagande massive sur des millions de gens, et en même temps faire en sorte que cette propagande soit personnalisée. Soyons honnêtes, tous les électeurs ne nous intéressaient pas. La plus grande partie des ressources était consacrée à ceux dont on savait qu'ils étaient influençables. Notre équipe a conçu des contenus personnalisés pour faire basculer ces individus. On les ciblait à l'aide de sites internet, d'articles, de vidéos, de pubs sur toutes les plateformes possibles. Jusqu'à ce qu'ils perçoivent le monde comme on le voulait. Avant, si vous vouliez faire une messagerie personnalisée, il fallait faire du porte-à-porte électoral. Si vous vouliez faire un message massif, il fallait faire un broadcast à la radio ou à la télévision. Et donc dire la même chose à tout le monde. Aujourd'hui, on peut faire les deux. Parler à tout le monde et ne pas dire la même chose à tout le monde. Et cette menace-là, à mon avis, elle passe inaperçue dans tout le chaos informationnel actuel et toute l'excitation autour de ChatGPT, Midjourney, etc. Et on a tendance à passer à côté de choses qui non seulement qui nous menacent déjà, mais qui nous ont déjà fait du mal, notamment aux démocraties et dans les pays développés, mais dans les pays sous-développés, c'est encore beaucoup plus dramatique. Et aussi, quand on parle de ces menaces, on a tendance à parler de régulation future, de besoin de régulation future, sauf que, en fait, en faisant ça, on passe à côté du fait que ces entreprises, par leur puissance, violent déjà des lois déjà existantes. Et les États, aujourd'hui, sont désarmés, n'ont pas suffisamment de personnel pour prouver que ces entreprises violent les lois déjà existantes. Donc, avant de poser le cadre de la régulation future, de parler des menaces futures, il ne faut pas perdre en vue qu'il y a déjà des lois existantes violées par ces entreprises et malheureusement, les États sont en train de se désarmer, notamment en affaiblissant le service public et en se donnant de moins en moins de moyens pour se protéger face à cette menace-là de chaos informationnel. Donc, y a de plus en plus de voix optimistes face à la progression de l'intelligence artificielle. J'y adhère aussi, je suis personnellement plutôt progressiste, voire même technoprogressiste, mais le technoprogressisme ne doit pas nous rendre naïfs. Dans notre livre, on citait le PDG de Netflix qui disait « Notre premier compétiteur, c'est le sommeil ». Et aujourd'hui, ces IA, elles ne sont pas régulées dans ce qu'elles peuvent optimiser. Donc si elles doivent optimiser votre temps de séjour sur la plateforme pour vous vendre le plus de pubs possible, ou vendre votre temps d'attention à des annonceurs, elles ne vont pas s'empêcher, il n'y a rien qui les empêche d'entrer en compétition avec votre instinct d'aller dormir.
et donc de commencer à apprendre ce qui vous caractérise, ce qui fait vos faiblesses, etc. Le modèle économique d'un réseau social repose sur une seule chose, l'attention. On donne pas d'argent pour utiliser un réseau social. On le paye avec les heures de sommeil qu'on trouve pas et le temps qu'on passe à remettre des trucs à plus tard. Son métier, c'est d'identifier les vulnérabilités de la psychologie humaine et de trouver des moyens de l'exploiter pour absorber autant d'attention que possible. Et il dépense des milliards pour ça. Chaque réseau a développé son propre algorithme, un ensemble de règles informatiques qui choisit quel contenu vous montrer en fonction de vos habitudes de consommation. Ils se battent depuis des années pour développer le meilleur algorithme, celui qui parviendra à identifier le plus précisément le contenu que vous avez envie de voir. Et ça marche. Facebook, Twitter, YouTube, Instagram sont des plateformes addictives. Il n'y a même pas besoin d'être mal intentionné pour causer des dégâts. Donc quand bien même les concepteurs de ces IA sont bien intentionnés, il y a un problème de recherche très important qu'on appelle le problème de l'alignement. Il est très difficile d'aligner l'objectif qu'on écrit à une IA et les conséquences et les effets secondaires qu'il va avoir. Donc pour expliquer le problème de l'alignement, on utilise souvent la mythologie. Et si vous connaissez un peu le mythe classique du petit génie qui vous demande 3 vœux, souvent le 3e vœu, c'est d'annuler les 2 premiers. Donc je ne sais pas si vous connaissez le roi Midas, c'est quelqu'un qui voulait que tout ce qu'il touche devienne de l'or. Donc ça paraît, donc il y a un génie qui vient, qui lui demande qu'est-ce qu'il veut. Il veut que tout ce qu'il touche devienne de l'or. Ça a l'air bien, il touche la chaise, ça devient de l'or, il touche plein d'objets, des rochers, ça devient de l'or, il devient super riche. Sauf que s'il donne un câlin à son enfant, l'enfant devient un objet doré et il meurt. Et tout de suite après, le roi Midas se rend compte de la difficulté de formuler un objectif. Donc aujourd'hui, pour les IA, on a la même difficulté. On est incapable de formuler des objectifs robustes et fiables et qui ne vont pas causer des dégâts avec leurs effets secondaires. Et donc, ce qui nous ramène au tout début, la différence intelligence artificielle, intelligence humaine. Chez l'humain, heureusement, on n'a pas un objectif unique, on n'est pas en train de maximiser un score ou un temps de séjour, etc. On a plusieurs objectifs, ils sont contradictoires, et on a une société complexe qui nous donne des injonctions, parfois heureusement contradictoires, qui permettent de contrebalancer cette optimisation d'un objectif. T'as capté. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup d'IA éthique. Donc personnellement, je suis un peu dérangé par ce terme. Quelqu'un qui fait un pont, tel que ce pont ne s'effondre pas, on ne dit pas de lui qu'il fait des ponts éthiques, on dit qu'il fait du génie civil. Pareil, un concepteur d'avion qui fait des avions qui ne crachent pas au bout de 5 secondes, on ne dit pas de lui qu'il fait des avions éthiques. Paradoxalement, les entreprises du numérique ont réussi à imposer dans le débat public, et même dans la recherche académique, ce terme d'IA éthique, pour dire souvent IA fiable. Comme j'ai dit tout à l'heure, en génie civil, dans l'aviation, etc., on ne parle pas de pont éthique, d'avion éthique, de voiture éthique. Bien sûr, OK, il y a des questions éthiques dans l'aviation, bien sûr. Est-ce que c'est un avion à application militaire ou application civile, etc. Mais dans les applications civiles, on parle d'avion tout court. Est-ce que c'est un avion fiable? Et aujourd'hui, certaines entreprises ont réussi à injecter dans le débat public, voire dans la recherche publique, cette notion-là, où travailler sur la fiabilité commence à être vu comme une approche plus ou moins militante ou autre. En fait, il faut se réapproprier la recherche en intelligence artificielle fiable, notamment dans la recherche publique ou chez les petites entreprises, et diversifier les acteurs, ne pas laisser ça monopolisé par quelques grands acteurs, et notamment refuser de tout appeler IA fiable ou d'accepter cette terminologie. Et donc une question importante dans la fiabilité de l'IA, et donc une intuition qu'on se pose, qu'on est plusieurs à se poser, donc avec des collègues, on aborde ça dans quelques articles de recherche, c'est quel serait l'équivalent d'une limitation de vitesse pour l'intelligence artificielle. Donc clairement, en fait, il faut savoir que l'intelligence artificielle illimitée ne pourra pas être fiable. Alan Turing avait vu ça dès les années 50. Il disait si une machine doit être intelligente, alors elle ne pourra pas être fiable. Ou alors l'inverse. Il a tout de suite compris qu'il y aura clairement contradiction entre performance et fiabilité. D'accord ? Tout comme aujourd'hui, donc nous, dans la société, on ne laisse pas un génie quelconque guider toute la société, guider le destin de 60 millions de personnes. Malheureusement, certaines dictatures subissent encore cela dans le monde, mais on a suffisamment progressé pour comprendre qu'il faut limiter la décision unilatérale, limiter la rapidité des décisions, etc. Et pareil, dans le secteur de l'informatique en général, de l'algorithmique, de l'intelligence artificielle, on sait qu'on ne pourra pas être infiniment fiable si on est infiniment rapide.
infiniment capable d'affecter une infinité de données d'utilisateurs de gens. Donc, et il y a souvent cette question intuitive, quel serait l'équivalent du panneau de vitesse qui aujourd'hui fait consensus dans la circulation routière. Dans certaines de nos recherches, on commence à voir la question des paramètres. On voit, donc tout à l'heure j'ai dit que les réseaux de neurones ont un nombre de paramètres, et on commence à voir que le nombre de paramètres est une cause de non-fiabilité des IA. Donc à la fois leur non-fiabilité face aux fausses données, donc on a beaucoup parlé de la désinformation et des réseaux sociaux qui peuvent l'amplifier, on a beaucoup parlé de l'ingérence étrangère dans les élections et même dans l'hygiène informationnelle des citoyens et influencer l'opinion publique avec l'exposition répétée. Et donc on sait aujourd'hui qu'un nombre illimité de paramètres rend les IA très vulnérables face à l'injection de fausses données et face à la manipulation par des acteurs malveillants. Donc le nombre de paramètres peut être un premier levier pour mettre un équivalent de vitesse. D'ailleurs, on sait aussi que le nombre de paramètres, non seulement il facilite la vulnérabilité face aux fausses données, il facilite aussi la violation de la vie privée des utilisateurs. Donc plus une IA a un nombre important de paramètres, plus elle sera susceptible de révéler vos données privées à des tiers, aux concepteurs, etc. Et donc se dégage cette notion du nombre de paramètres qu'on encourage les décideurs à comprendre et à essayer de limiter. Aujourd'hui, ça ne fait plus débat que les voitures sont limitées à 30 km/h dans les zones résidentielles, etc. Mais bien sûr, sauf en Allemagne, dans certaines autoroutes, mais je pense que le jour où il y aura des voitures qui peuvent rouler à 100 000 km/h, l'Allemagne va aussi limiter les autoroutes qui ne sont pas encore soumises à cette limitation. Et donc un autre levier de réglementation, c'est les données. Là, je ne vais pas nier toutes les excellentes initiatives qui existent. Il faut regarder par exemple du côté du AI Act, même, des propositions de loi qui n'ont pas forcément lien avec l'IA, qui vont aider, comme le Cyber Resilience Act, etc. Et bien sûr, la RGPD, grâce à laquelle aujourd'hui vous voyez plein de messages, est-ce que vous voulez accepter, etc. Ce n'est pas anodin, c'est une loi qui essaye de limiter, donc c'est comme la limitation de vitesse pour les paramètres, là c'est une limitation de vitesse pour la collecte massive d'informations. Là aussi, il faut réguler. Un troisième levier de régulation dont on ne parle pas assez, mais qu'on a évoqué dans certaines recherches et dans le livre surtout, avec Lin Yin-Huang, c'est l'optimisation. Qu'est-ce qu'on optimise? Je vous disais tout à l'heure que Netflix reconnaît être en compétition avec le sommeil, parce qu'elle a le droit d'optimiser votre temps de séjour. Un troisième levier de régulation, ça serait par exemple d'imposer aux concepteurs d'IA de ne pas avoir le droit d'optimiser votre temps de séjour au-delà d'un certain nombre d'heures, de minutes par jour, etc. Souvent aujourd'hui, on se pose la question, qu'est-ce qui nous attend? Donc tous au chômage, révolution du vivant, lien entre la vie biologique et la vie artificielle. Personnellement, je trouve ces questions fascinantes et je pense qu'elles sont suffisamment traitées dans plein de cadres. On en parle un peu dans le bouquin ou ailleurs. Mais une autre injonction qu'on me fait récemment, c'est le bac. Le bac approche et les élèves qui ont utilisé ChatGPT, comment ils vont se débrouiller, etc. Plus généralement, la question de l'éducation face à la révolution de l'IA. Personnellement, je ne succombe pas du tout au fantasme derrière les gadgets. Et je pense que face à l'explosion de la technologie, rien ne peut être plus protecteur que la maîtrise des fondamentaux. Donc les fondamentaux, c'est les mathématiques, la langue, la capacité à bien réfléchir, raisonner, articuler son raisonnement, et non pas la course derrière les gadgets. Ça protège beaucoup plus que la maîtrise du gadget. Parce que les gadgets changent, encore une fois, les gadgets changent. Les fondamentaux, eux, derrière ChatGPT, il y a beaucoup de mathématiques et d'algorithmiques, et c'est qu'en maîtrisant ces fondamentaux-là qu'on pourra innover. Un autre sujet qui fait beaucoup fantasmer, c'est le couplage intelligence artificielle sous forme de logiciel, donc capable de traiter de l'information et de recommander des décisions, avec des robots physiques, mécaniques, qui, eux, vont exécuter ces commandes. Là encore, certaines de ces inquiétudes sont très lointaines, d'autres sont déjà là. Je pense notamment à la prolifération des drones tueurs. Donc, si je vous disais en 2009 que la Turquie va être un leader de la production de drones et que la puissance nucléaire qu'est le Royaume-Uni serait intéressée pour acheter des Bayraktar turcs, vous allez probablement me rire à la figure, parce qu'à l'époque, les drones, c'était un bijou technologique américain qui coûtait des millions. Et on n'imaginait pas que ça allait se démocratiser, en fait, dans le sens proliférer.
Donc moi, ce qui m'inquiète, c'est on a appelé ça la démocratisation de la cyberguerre. Avec le recul, j'appellerais ça la prolifération des outils de cyberguerre. Aujourd'hui, elle arrive, elle est déjà là. Il y a déjà une prolifération, une baisse du coût d'entrée pour acquérir des outils de cyberguerre, donc les armes autonomes notamment. Mais il n'y a pas que les armes autonomes, il y a aussi les armes informationnelles de cyberattaque. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pays qui nous semblaient petits il y a 10 ans, qui commencent à devenir des acteurs qui montent en puissance et qui peuvent inquiéter l'ordre mondial et la paix dans laquelle on peut vivre dans un pays comme la France ou en Europe en général, qui est assez fragile et qu'il ne faut pas prendre pour acquise. Et aussi, on parle beaucoup de singularité, du moment où l'intelligence va dépasser l'humain, etc. Faut faire attention parce que derrière ce type de fantasme, souvent, il y a des gourous, et pas forcément des scientifiques, et il y a des phénomènes de sectes auxquels il faut faire attention. Moi-même, il y a quelques années, je ne faisais pas forcément la distinction entre certaines communautés, et il faut être un peu vigilant là-dessus. Mais là encore, j'aimerais insister ici sur les menaces, sur le chaos informationnel. Moi, la dystopie qui m'inquiète, et j'en vois déjà les prémices, c'est le chaos informationnel où on a de plus en plus de citoyens incapables de reconnaître le vrai, et on a de plus en plus d'affaiblissement des corps intermédiaires comme les journalistes, les partis politiques, les syndicats, qui nous informent un peu et qui nous servent un peu de boussole, parce que c'est eux qui traitent l'information pour nous, en nous la résumant, et qui ont une sorte de crédibilité pour le faire. Et aujourd'hui, moi, ce qui m'inquiète, c'est cette prolifération du chaos informationnel où le vrai devient indistinguable du faux, où le populisme, les discours haineux, les discours polarisants qui menacent la paix sont de plus en plus populaires et prennent pignon sur rue. Tu vois Guy Debord, tu vois quand il dit que dans le monde réellement renversé, le vrai est un moment du faux. Tu crois que le monde, il est normal, là? Tu vois pas qu'on est dans une matrix qui nous pousse au matrixisme? T'arrives pas à le ressentir, là? Et je m'inquiète de l'intelligence artificielle qui menace là, cette stabilité informationnelle qu'on a eu tendance à connaître avec des corps organisés, une presse organisée, etc. T'as capté. Donc maintenant, on va entrer dans le niveau 5. Bravo pour ceux qui sont encore là. Et on va prendre un peu du recul et revenir à cette analogie intelligence artificielle, intelligence humaine. Et avant d'y entrer, j'aimerais rappeler des choses de l'histoire scientifique de l'informatique qui ne sont pas suffisamment dites. Alors souvent, quand on parle d'innovation, on insiste sur la technologie, les applications, les gadgets, etc. Mais on ne nous dit pas suffisamment que l'informatique, l'innovation derrière l'informatique était d'abord une innovation philosophique. Il faut savoir que l'informatique moderne, telle qu'elle est née dans les années 30, c'est la fille de la philosophie. Donc il y a eu, vers la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, ce qu'on appelle la crise des fondements de la logique. Donc à un moment donné, on voulait asseoir la logique, et donc la logique mathématique, sur des bases solides, et on se rendait compte que ces bases-là, les bases de la logique, étaient un peu contradictoires. Bon, je vais un peu simplifier, même si on est au niveau 5. Et en fait, il y a eu tout un tas de programmes pour découvrir ou pour construire des fondements de la logique qui ne soient pas contradictoires, qui n'aient pas de contradiction interne. Donc la fameuse contradiction, peut-être vous en avez entendu parler, c'est le fameux paradoxe du barbier. Donc imaginez un barbier qui rase tous ceux qui ne se rasent pas eux-mêmes dans un village. Donc est-ce que le barbier va se raser? Donc, je vous laisse réfléchir, vous allez voir qu'il y a une contradiction, parce que s'il se rase lui-même, il fait partie de ceux qui sont capables de se raser lui-même, donc il ne doit pas aller chez le barbier qui est lui-même. Donc il ne doit pas aller chez lui-même. Enfin, vous voyez tout de suite la boucle infinie dans laquelle on entre. Donc il y a eu cette crise des fondements, et Hilbert, qui était au sommet des mathématiques mondiales de l'époque, a dit, une phrase célèbre, « Nous devons savoir, nous allons savoir ». Et là encore, je simplifie, quelques années plus tard, Alan Turing, mais aussi d'autres, Gödel, Russell, beaucoup d'autres ont vu un peu les intuitions derrière cette impossibilité, est venu lui dire « Non, nous n'allons jamais pouvoir savoir, enfin, nous n'allons jamais tout savoir », et il a même apporté une preuve mathématique que tout ne peut pas être su. D'accord? Mais, heureusement, donc, cette preuve d'impossibilité d'Alan Turing, elle ne ramène pas que du négatif. En prouvant ce qui ne peut pas être su, Alan Turing a mis un cadre formel à ce qui peut être su. Donc, c'est ce cadre-là qu'on appelle la machine universelle de Turing. Et c'est à cause de cette universalité prouvée par Turing
qu'aujourd'hui, vous n'êtes même plus surpris que vous avez le même appareil pour faire de la vidéo, du téléphone et des emails. Demandez à vos parents qui avaient un téléphone qui faisait que du téléphone, un fax ou la poste pour faire que des lettres, et une télévision qui ne faisait que de la télévision. Aujourd'hui, vous n'êtes même plus surpris d'avoir une machine qui fait les trois, voire plus, en même temps. Pourquoi? Parce qu'il y a cette universalité du calcul, donc l'universalité de ce qui est faisable, de ce qui peut être su et fait dans le cadre d'une machine. C'est ce qu'on appelle la thèse de Church-Turing. Cette universalité nous a donné l'informatique de la programmation. Mais très tôt, Alan Turing, donc les années 50, dans son fameux article connu malheureusement que pour le test de Turing, mais l'article, il dit des choses beaucoup plus importantes que le test de Turing. C'est dans son article des années 50, Can Machines Think, ou Est-ce que les machines peuvent penser, où Alan Turing va tout de suite voir les limites de la programmation. Alan Turing, dans l'article, il décrit tout ce qu'il faudrait faire pour programmer une machine intelligente. Et en faisant des analogies très simplistes mais utiles avec le cerveau humain, il se dit, oui, si on veut programmer une machine avec autant de paramètres, autant de synapses, autant de facteurs, etc., même quelqu'un qui programme 1000 lignes de code par jour, il lui faudra je ne sais pas combien d'années, voire des millénaires, pour programmer quelque chose qui a des trillions de paramètres. Et Alan Turing, dans l'article, a tout de suite vu qu'il faudra apprendre et faire de l'induction. Et donc, j'aimerais conclure sur cette distinction déduction, induction. Donc, si les mathématiques, c'est par exemple la science de la déduction, on apprend le théorème de Pythagore, puis on fait des déductions et on prouve des propriétés sur un triangle, les sciences naturelles étaient plutôt des sciences de l'induction. On observe les grenouilles et on infère des lois sur les grenouilles. On observe des primates, on observe plusieurs espèces et on induit la théorie de l'évolution des espèces. On l'a observé et on a induit une loi. Donc on induit la loi à partir de l'observation et non pas on écrit la loi parce qu'on la connaît de manière un peu créationniste. Et donc si vous voulez, la révolution de passage de la déduction à l'induction, il a été prévu dès les années 50 par Turing. Et c'est un passage équivalent du passage du créationnisme à l'évolutionnisme en biologie. Ça a ouvert la porte à l'induction. Maintenant qu'on a ça en tête, il faut garder aussi que c'est très récent dans l'histoire de l'humanité qu'on a maîtrisé la logique, les fondements de la logique, la logique derrière la déduction, même la déduction qui est simple. L'humain n'a maîtrisé cette branche du raisonnement qu'il y a quelques siècles. Et en implémentant, en armant les ordinateurs des outils de la déduction, que sont la logique, on a eu les ordinateurs, les systèmes d'exploitation, Windows, MS-DOS, Linux, Internet, les navigateurs, etc. Tout ce que vous avez aujourd'hui entre vos mains. C'est l'informatique de la programmation. Aujourd'hui, un gros défi, c'est de faire l'informatique de l'induction, donc de l'apprentissage. Et on garde en tête que nous-mêmes, humains, on n'est pas très doués à faire de l'induction sans faute, sans biais cognitif, sans erreur, sans généralisation hâtive à partir de corrélations. Et donc, il y a un défi double qui est que tout en construisant de l'intelligence artificielle, on n'est même pas encore capable de maîtriser les lois de l'induction qu'on voudrait mettre dedans. On a essayé de faire un peu le tour, on n'a pas été exhaustif sur toutes les questions que se posent les gens autour de l'intelligence artificielle. J'ai essayé de ramener la discussion vers les fondamentaux et j'aimerais conclure là-dessus. Aujourd'hui, le défi, donc si vous êtes passionné par les technologies, le défi le plus important, c'est de maîtriser les fondamentaux. J'espère que cette vidéo vous a permis de voir à quel point c'est là où l'essentiel de l'innovation se passe. Donc l'histoire de l'informatique, je vous ai dit, c'est une histoire de réflexion philosophique. De même, aujourd'hui, l'histoire de l'apprentissage, c'est une histoire de recherche très fondamentale en statistique et en apprentissage, qui est une branche des statistiques. On essaie de trouver des règles à partir des données, etc. Donc, si vous êtes passionné par le sujet, je vous encourage à bien travailler vos fondamentaux à l'école et vous intéresser un peu plus sérieusement à ce qui se fait dans la recherche. Je vous remercie pour votre attention. On a été sur T'as capté, l'émission scientifique de Click. T'as capté.